Bien, c'est comme Lambros Koulobaritsis vous l'a dit, ce n'est pas facile de présenter un ami. C'est toujours aussi un peu difficile quand on est l'ami en question d'écouter ce que l'on dit de soi. Bon, voilà, c'est quand même ça fait un peu rougir. On est un peu ému. Et puis on pense aussi à toutes ces années passées où c'est vrai, j'ai été l'élève de Monsieur Koulobaritsis, le grand professeur de philosophie grecque, de philosophie de l'Antiquité, mais j'ai aussi été l'élève d'autres amis qui sont dans cette salle, et je les remercie d'être présents, et bien entendu notre ami Jacques de Decker, mais aussi et surtout le secrétaire perpétuel, je crois, de l'Académie, Hervé Asquin, dont l'amitié à mon égard ne s'est jamais démentie. Alors voilà, mesdames, messieurs, l'intitulé de la présente leçon est « Pour une esthétique imaginiste ». Je vais expliquer ce qu'il faut entendre par le mot imaginiste, mais vous avez bien compris, et Lambros l'a un peu introduit, que nous allons parler d'art et d'esthétique. Alors, autrement dit, ce dont nous allons traiter en ce début de soirée relève, pour parler vite, de notre rapport à la beauté, au sentiment du beau, voire au beau lui-même, tout en sachant bien entendu que chacune et chacun peut avoir son propre avis sur ce qui est beau ou sur ce qui ne l'est pas. Alors quand j'ai dit son propre avis, c'est déjà un peu forcé. Parce que, voilà, on peut considérer que c'est notre propre avis, mais on appartient tous à une culture, à une tradition, on vit dans un environnement, etc. Et on est déjà tous un peu le produit de ce qui nous a précédé en termes de création artistique, d'environnement, etc. Alors, ce que je viens de dire c'est connu, c'est même assez trivial. Alors, si on veut rester un peu à un niveau un peu direct et que l'on veut entendre quelque chose à propos du beau et de la beauté, on peut aller voir dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. On va voir dans le dictionnaire philosophique de Voltaire et on regarde à beau, beauté, article beau, beauté. On regarde et que trouve-t-on? On trouve ceci. Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté, le grand beau, le to kalon en grec, il vous répondra, ce crapaud, que c'est sa femelle, avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune et un dos brun. Donc voilà. Ça, c'est la position de Voltaire, qui regrette au passage qu'aucun philosophe n'ait encore écrit un grand traité sur le beau. Pour la petite histoire, pour les historiens de la philosophie, vous savez que la grande œuvre philosophique sur le beau est l'œuvre de Kant, mais qui viendra quelque temps après les textes de Voltaire. Mais je n'entre pas ici dans l'esthétique kantienne, ça nous entraînerait trop loin. Donc voilà, demander à un crapaud ce que c'est la beauté, c'est ma femelle, répondrait-il. Alors ce propos-là, oui, c'est amusant, mais ça n'apporte pas grand-chose. Ça n'apporte pas grand-chose sur la question de savoir comment quelque chose, comment un paysage, comment un corps, comment un visage peut nous apparaître comme étant beau. Ni non plus ce que cela signifie d'être beau. Qu'est-ce que l'on veut dire quand on dit que quelque chose est beau ? Quand on dit, tiens, c'est beau, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que quoi? C'est harmonieux, c'est bien équilibré, c'est un peu surprenant, les couleurs sont bien choisies, c'est un petit peu différent, mais il ne faut quand même pas que ça soit trop différent, parce que sinon on ne s'y reconnaît pas. Hein, donc voilà, donc il y a... que signifie l'utilisation de ce mot « c'est beau » ? Donc réfléchissez-y, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. C'est beau. Voilà. Et puis, pour aller un peu plus loin, ça tourne très vite court. Que voulons-nous dire donc quand on utilise cet adjectif? Et puis, il y a une autre question. À quoi ça sert? À quoi ça sert la beauté? À quoi servent, entre autres, l'énergie, le temps, la patience, la passion que des êtres humains appelés artistes, peintres, poètes, musiciens, cinéastes, consacrent à leur travail
pour que l'objet littéraire, l'objet plastique, l'objet musical qui sort de leurs mains, qui sort de leur esprit, qui sort de leur cœur, qui sort de leur vie, soit beau. À quoi ça sert? Cela étant, que tous les artistes, bon ça c'est une petite digression, que tous les artistes aujourd'hui ne recherchent pas le beau, on pourrait peut-être en discuter et en débattre tout à l'heure, il y aura un moment de questions et réponses, on abordera peut-être cette fameuse question un peu à la mode, est-ce que l'art contemporain concerne encore la recherche du beau ou pas? Voilà, c'est pour tout à l'heure. Mais par contre, à la question, à quoi ça sert? On peut trouver chez Dostoïevski une réponse. Ou en tout cas, une voie vers une réponse. Alors, ce n'est pas une réponse très affirmative, ce n'est pas une réponse péremptoire, elle est formulée dans un contexte un peu confus, avec des personnages difficiles, comme tous les personnages de Dostoïevski. Cela se trouve dans le roman intitulé « L'idiot », « L'idiot » de Dostoïevski. Alors la scène se passe au cours d'une beuverie, il y a un certain Hippolyte qui s'est endormi sous les effets d'alcool, soudainement il se réveille, il regarde un petit peu ce qui se passe autour de lui, et il s'adresse au prince, le prince Mychkine, et il lui dit « Est-il vrai, prince, que vous ayez dit un jour que la beauté sauverait le monde ?» Et puis il se tourne vers les autres et il dit « Messieurs, messieurs, écoutez-moi, le prince prétend que la beauté sauvera le monde. » Et à quoi le prince, lui, ne répond pas. La beauté sauvera le monde. Affirmation constituera, vous le verrez, cette affirmation constituera le soubassement de tout mon exposé. Et j'y reviendrai à la fin dans la conclusion. Mais je vous donne déjà une toute petite indication. En reprenant la première des 5 méditations que François Cheng, grand auteur, spécialiste de l'art oriental, etc. Vraiment une écriture merveilleuse, François Schenk, je vous le recommande. Il a publié un petit bouquin qui s'appelle « 5 méditations sur la beauté ». Et dans la première, il dit ceci. Que signifie l'existence de la beauté pour notre propre existence? Et en face du mal, que signifie la phrase de Dostoïevski? La beauté sauvera le monde. Voilà, je vous l'ai dit, cette affirmation, cette interrogation va servir de soubassement à mon exposé et nous la retrouverons tout à la fin. Que signifie, je reprends cette partie de la phrase de François Schenk, que signifie l'existence de la beauté pour notre propre existence? Autrement dit, quel est le lien entre la possibilité de voir quelque chose qui se donne à voir, comme on dit, quelque chose qui se donne à voir comme étant beau? Quel est le lien entre ce quelque chose qui se donne à voir comme étant beau et le fait d'être humain? Quel est le lien avec notre humanité? Nous pourrions déjà commencer par répondre ceci. C'est assez simple, mais enfin, il faut quand même le dire. S'il peut y avoir quelque chose comme de la beauté à percevoir dans un environnement naturel, dans le visage d'un être aimé, dans le tableau ou dans la pierre sculptée, dans la rencontre poétique entre quelques mots, dans un simple geste, dans un acte, dans une émotion, dans un sourire d'enfant, c'est d'abord et avant tout, mesdames, messieurs, parce que cette beauté, tout simplement, nous pouvons la voir. Nous sommes capables de la voir. Ce n'est pas évident. Je veux dire que pour voir la beauté des êtres et des choses, il faut avant tout disposer de la faculté de voir les choses ou les êtres. Et cette faculté essentielle, sans cette faculté, il n'y a pas d'humanité. C'est cette faculté-là qui, à mes yeux, et c'est ça que j'ai appelé le concept d'imaginisation, je vais l'expliquer, c'est ça qui nous caractérise en tant qu'être humain. Autrement dit, pour reprendre la phrase de Voltaire, la phrase est très belle, mais le crapaud n'est pas un être humain. Et le crapaud ne peut pas voir cette forme de beauté. L'animal ne voit pas la beauté d'un paysage. Il ne voit à proprement parler pas de paysage. Sa vision, la vision de l'animal est saturée par le sol, par les pierres, par les herbes dont il ne sort pas. Certains animaux ont une vision plus complexe que la nôtre, plus riche. Par exemple, l'insecte, l'abeille qui cherche les couleurs des fleurs dans un jardin, l'abeille a la vision d'un jardin beaucoup plus coloré que ce que nous voyons.
mais elle ne voit pas la beauté du jardin. Elle voit davantage de couleurs. Nous, êtres humains, allez savoir pourquoi, nous avons cette faculté de voir la beauté des choses. À tout moment, spontanément et continuellement, donc ça continue sans cesse, nous voyons plus que ce que nous avons directement sous les yeux. Si on voit un chat qui passe tranquillement, comme les chats savent le faire sur la table, c'est un animal qui passe. Mais nous serons sensibles à quoi? Nous serons sensibles à une certaine beauté féline, une beauté féline qui passe sur cette table, etc. Nous sommes sensibles à ça, nous percevons cela, nous sommes capables de le voir. Et cette beauté visible, elle vaut aussi pour les autres sens, pour le toucher, pour l'ouïe, pour l'odorat, pour le goût. En fait, nous ne percevons jamais, mesdames et messieurs, simplement la réalité. Ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est que nous dépassons toujours cette réalité pour voir, pour nous créer quelque chose que... j'ai cherché vraiment les mots, et finalement le seul qui s'est vraiment imposé à moi, c'est celui-là. Nous ne voyons pas la réalité, nous voyons toujours une image de la réalité. C'est une image que nous nous créons pour nous-mêmes. C'est une image que nous nous créons spontanément à partir de tout ce que nous charrions avec nous, de souvenirs, de mémoires, de peurs, de craintes, de désirs, d'ambitions, d'angoisses, tout ce que l'on veut, etc. C'est ça, c'est à partir de cette espèce d'ensemble que nous lisons la réalité et que cette réalité, nous sommes capables de la voir comme étant belle. Vous allez me dire que cela vaut aussi, bien entendu, pour l'inverse, et que nous sommes capables de la voir comme étant laide. Je dirais même, certains philosophes ont écrit à ce sujet, notamment Lucien Gerfagnon, c'est ce qui nous permet aussi de voir qu'une réalité est banale. C'est quand même étonnant, cette notion de banalité. Ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas contraints à ne voir qu'une réalité intangible, on est toujours occupé de la lire. On est toujours occupé, très très important, à porter un jugement sur cette réalité. Alors l'œuvre d'art, elle a quelque chose de spécial, l'œuvre d'art, puis je continue, mais je le dis déjà maintenant, en précédant un peu, en anticipant la suite. L'œuvre d'art, elle nous montre que ça fonctionne comme ça. Si vous allez au cinéma, vous ne vous contentez pas de regarder le film. Quand vous sortez, vous vous dites c'était bien, c'était pas bien, c'était beau, c'était con, voilà, j'ai pas aimé, par contre ça j'ai aimé, etc., etc. Et donc cette notion de jugement que l'on porte sans cesse sur ce que l'on voit, elle devient explicite, cette faculté de juger, elle devient explicite avec l'œuvre d'art. Je vous ai dit que je ne parlerai pas de Kant, mais il se fait que le grand livre de Kant sur l'esthétique, c'est la critique de la faculté de juger. Alors, c'est parce qu'il y a entre nous et la réalité ce décalage, cette espèce d'interstice, cette fêlure, qui fait que tout ce que nous regardons, eh bien, d'une certaine façon, se révèle à nous, se montre à nous. C'est pas simplement comme, on n'est pas simplement comme des bovins qui regardent le train passer. On regarde les choses, on les estime, on les évalue, on les juge, on est impressionné par elles, on les trouve belles ou laides, etc. Mais ici, le thème, c'est la beauté, donc je vais rester sur la beauté. Mais c'est ça qui permet aux choses de se révéler, de se manifester. Et alors James Joyce a une expression assez forte pour dire ça. Il dit « les choses épiphanisent pour nous ». Du verbe épiphanein, les choses se montrent à nous, les choses se révèlent à nous. Donc, nous avons aussi, à partir de ce moment, à partir où, dans cet interstice, il y a quelque chose comme la vision du réel qui s'est instaurée, à partir de là, tout nous devient possible. Et c'est la raison pour laquelle je fonde la condition humaine, l'essence de l'être humain, sur cette faculté d'imaginiser la réalité. Tout nous devient possible. C'est parce que nous sommes capables de voir les fleurs comme étant des fleurs, que nous sommes capables de les voir les fleurs comme étant belles, ou de les voir comme étant quelque chose qui nous parle. C'est un peu idiot, c'est un peu rapide ce que je dis, mais le langage des fleurs. Pourquoi certaines fleurs nous font penser à ceci, pourquoi le myosotis signifie « ne m'oublie pas », etc., etc. Tout cela, ce sont des éléments que nous ajoutons à l'objet fleur, parce que nous sommes capables de le voir, et que nous pouvons appeler en français « fleur », que nous pouvons appeler en anglais « flower », que nous pouvons appeler, je vais utiliser un terme à la mode, en suédois, excusez-moi, c'était plus fort que moi, il a fallu que je le dise,
Bloema, et en flamand ou en NVA, Bloem, voilà. C'est pour cela qu'il y a cette diversité des langues. Et c'est pour cela que les choses, nous pouvons les nommer et leur donner un nom. Mais évidemment, entre la rose que l'on appelle rose et ce mot rose, il n'y a aucun lien. C'est un choix, c'est une décision qui fait que nous, phonétiquement, on appelle cette chose fleur. Et ce qui est extraordinaire, bien entendu, c'est que sur cette base-là, nous sommes capables de nous comprendre. On est capable de se comprendre. Si je dis à certains « je n'aime pas les roses », ils comprennent très bien ce que je veux dire. Je dirais même que dans mon propre cas, ils en comprennent un peu plus, étant donné qu'il y a une dimension un peu politique qui s'ajoute. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Alors, on peut aussi appeler les fleurs roses, je l'ai dit, lilas, myosotis, gardenia, cattleya. Et alors, on peut aussi faire comme Marcel Proust et utiliser le mot de la fleur cattleya pour dire que faire cattleya, ça ne signifie pas faire une fleur, ça signifie faire l'amour. Dans La recherche du temps perdu, à un moment donné, faire cattleya a ce sens-là. Et donc, vous voyez comme ça va très très vite. Comme l'être humain, à partir de ce moment où il a cette faculté d'imaginer, de voir les choses, non pas d'avoir une vision qui reste bloquée sur l'objet qui est en face de lui, mais de le considérer comme étant une fleur, de l'appeler une fleur, de pouvoir changer les mots, de pouvoir en parler, etc., de pouvoir réutiliser ce terme pour en faire autre chose, etc., etc., vous voyez comme ça fonctionne très rapidement. En fait, nous avons, mesdames, messieurs, la faculté de faire un peu pratiquement tout ce que nous voulons. C'est ça la liberté de l'être humain. Et même, on peut aller plus loin. On peut faire comme Mallarmé. Stéphane Mallarmé avait, pour dire la fleur, il avait une expression. Il l'appelait « l'absente d'aucun bouquet ». Si vous réfléchissez à la phrase, effectivement, si elle n'est absente d'aucun bouquet, pourquoi? Parce que les bouquets sont composés de fleurs, etc., etc., et on comprend ce qu'il voulait dire. Et donc, le choix de l'expression poétique est possible parce qu'il y a cette ouverture du réel à notre faculté d'imagination. Et puis, bien entendu, on peut peindre les coquelicots comme Monet, on peut peindre les tournesols comme Van Gogh, etc., etc. Alors, c'est cette faculté constitutive de notre humanité que je nomme l'imaginisation du réel. La condition humaine se définit par cette imaginisation, c'est-à-dire par le fait qu'aucun être humain ne voit jamais le réel, mais toujours des images de réalité, qu'il se crée pour lui-même à tout moment. Je vais prendre un exemple très, très facile, très direct. La réunion, ce qui nous réunit pour l'instant, nous le vivons tous différemment. Moi, je le vis d'une certaine façon. Vous aussi, certains d'entre vous m'ont déjà entendu, donc ils sont assez contents. Ou d'autres se disent, ils répètent toujours la même chose. D'autres vont dire, c'était vraiment bien à l'académie, on apprend vraiment des choses. D'autres me connaissent avec ma casquette politique, ils se disent, tiens, je ne sais pas que Miller s'occupait des fleurs, etc., etc., etc. Et peut-être qu'un autre est venu ici parce qu'il est obligé, mais qu'en fait, il a un problème chez lui et qu'il pense à ce qui se passe chez lui. Nous aurons de ce moment qui nous réunit ici tous une image différente. Ça aussi, c'est important à souligner. Ça veut bien donc dire que nous ne sommes jamais condamnés à l'intangibilité du réel. Nous sommes toujours occupés d'aller plus loin et nous ajoutons à tout cela les souvenirs, les peurs, les désirs. Imaginons qu'il y en ait un parmi nous qui a embrassé pour la première fois sa petite amie dans cette salle. Voilà, il vient dans cette salle, je pense qu'il ne pense pas vraiment à moi, il pense toujours à sa petite amie, en tout cas je lui souhaite. Et donc, voilà, et c'est la raison pour laquelle, étant donné que nous avons ces visions différentes, c'est la raison pour laquelle j'ai continué dans le même registre, étant donné qu'il y a imaginisation du réel et que nous avons cette faculté tous, pour nous de façon différente, nous sommes ce que j'appelle des imaginaires singuliers. Alors cette faculté d'imaginer la réalité, le fait de ne pas être condamné comme l'animal à quelque chose d'intangible, c'est ce qui nous permet de voir les choses, de les dépasser, de les voir belles, etc. C'est ce qui permet cela, c'est ce fameux décalage, cet interstice entre la réalité et nous. Nous ne voyons le réel que tel que nous pouvons le voir aussi. Attention. Ça veut dire que, je vous ai pris l'exemple tout à l'heure de l'abeille voit davantage de couleurs dans le jardin que nous. Nous sommes limités à ce que notre appareil sensoriel nous permet de voir,
Mais c'est déjà pas mal, parce que c'est à partir de là que l'on peut construire beaucoup de choses. Pour créer ces images de réalité, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Tout d'abord, il y a ce que je pourrais appeler, je vais reprendre des termes philosophiques pour montrer que je connais aussi ma matière, il y a quand même plusieurs de professeurs, surtout Lambros qui est présent. Il y a ce que l'on pourrait appeler des percepts. Alors, avec ce mot, qu'est-ce que je veux dire? En utilisant ce mot, qu'est-ce que je veux dire? Ce sont des éléments qui nous sont communs. Je reviens un petit peu en arrière. Je viens de dire que nous avons une vision singulière, personnelle, chacune et chacun, de ce que nous vivons, de ce que nous regardons. C'est l'exemple de la réunion de ce soir. Mais bien entendu, si vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas commencer à dire que vous êtes allé, je ne sais pas moi, à un concert, ou faire des courses au Deleuze, ou chez Aldi, ou où on veut. Non, nous étions bien entendu ensemble au même endroit. Même espace, même lieu. Le temps et l'espace nous ont réunis dans ce lieu-ci. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu des choses qui se sont passées. Donc il y a des éléments communs. Autrement dit, l'imaginisation n'est pas une espèce de psychologie solipsiste qui fait qu'on serait tous refermés, repliés sur nous-mêmes. C'est pas ça du tout. On peut se parler, on peut se comprendre, et on peut faire valoir un avis différent. Il y a donc des éléments communs que nous percevons dans ce que nous vivons. Et notamment, et c'est ça qui fait ce mystère de l'être humain, des choses qui ne sont pas dans la réalité, mais qui pour nous sont inséparables de la réalité. Prendre un exemple très célèbre, ça c'est le plus célèbre de toute l'histoire de la philosophie, c'est l'être, le fait que les choses sont. Vous pouvez prendre la bouteille ici, vous pouvez la retourner, je ne vais pas le faire parce que j'ai ouvert le bouchon, mais vous pouvez la retourner dans tous les sens. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que cette bouteille, elle est là, elle existe, etc. Mais vous pouvez la vider, vous pouvez faire fondre le plastique, vous pouvez la retourner dans tous les sens, la passer au micro-ondes, tout ce que vous voulez. L'être, vous ne le trouverez jamais dans la bouteille. Et pourtant, nous, quand on la regarde, on ne peut pas s'empêcher de se rendre compte qu'elle est là, qu'elle existe. Donc ça veut dire que quand on regarde les choses, il y a une espèce, ce que j'appelle un percept, on perçoit l'être de cette bouteille, alors qu'il n'est pas dans la bouteille. Je pourrais continuer, donner un autre exemple qui est aussi, tout aussi frappant. Il y a une bouteille. Le chiffre 1 n'est pas dans la bouteille. Et je ne peux pas faire autrement que de la voir comme étant une bouteille. Et si j'en mets une autre à côté, on aura deux. Si j'en mets une troisième à côté, on aura trois, etc., etc. Et je ne peux pas m'empêcher de la voir comme étant une bouteille. Ça veut donc dire que l'être, le nombre, et puis après on peut continuer, l'espace, le temps, etc., mais je ne vais pas aller trop loin, sont des éléments qui constituent notre vision de la réalité, qui sont communs à nous tous. Vous aussi, vous voyez une bouteille, et pour vous aussi, elle est là, alors que ça ne se trouve pas dans la bouteille. Donc il y a des éléments communs qui sont à la base de l'image que nous avons de cette bouteille, et en plus, il y a des éléments que nous ajoutons à titre personnel. Ce sont comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, la mémoire, le souvenir, l'ambition, la peur, la soif. Il se dit, peut-être que vous vous disiez, il a de la chance, lui. Il a une bouteille avec de l'eau. Et donc, voilà, il y a ces éléments à la fois communs, qui sont des percepts, et puis il y a des éléments plus personnels, que l'on pourrait appeler des affects. Le fait d'avoir soif me fait que je regarde cette bouteille avec envie. L'eau qui est dedans, avec envie, avec désir, etc., etc. Imaginons même que tout d'un coup, il y a une sécheresse épouvantable qui frappe la Belgique, qui frappe notre pays. Peut-être que cette bouteille aura une toute autre valeur économique. Et là, on entre dans la théorie économique, dans Marx, etc., avec la valeur des choses. Donc, des percepts qui sont communs, des affects qui sont plutôt personnels, qui relèvent de nous-mêmes. Et il faut que je réfléchisse un peu, il faut que je commence à réfléchir pour essayer d'aller un peu plus loin et de dépasser ça. Et on en arrive alors, bien entendu, à quoi? À des concepts. Les concepts, c'est le concept de bouteille, c'est cet objet qui, lorsque j'utilise le terme, le mot, le concept bouteille,
me permet de me faire comprendre de vous. Et vous savez de quoi je parle. Et vous savez de quoi je parle. Et pourtant, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Et je vais vous prendre un exemple, inspiré de Platon. Platon, à un moment donné, dit une chose incroyable. Il dit, si vous regardez un manteau, et que ce manteau est celui de l'être que vous aimez, vous voyez un manteau, et pourtant vous voyez l'être que vous aimez. Ce n'est pas l'être que vous aimez, mais ce n'est plus non plus tout à fait un manteau. Parce que quand vous le regardez, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'être que vous aimez. Alors, mesdames, messieurs, je vous pose une question. Comment dire cela? Comment exprimer cette image de la réalité, de cet amour, qui pour moi est inséparable du manteau que je regarde, que vous ne voyez pas comme tel, puisque vous n'êtes pas amoureux, enfin je l'espère, de la même femme que moi, etc., etc., donc vous ne le voyez pas comme tel. Vous pouvez peut-être comprendre que je vois le manteau autrement, mais vous ne le voyez pas comme tel. Comment donc dire ces choses? Si je commence à parler à ce manteau et à l'appeler du prénom de la personne que j'aime, etc., etc., vous allez me prendre, pourquoi? Pour un fou. Et on va reparler tout à l'heure de la folie. Mais je ne le fais pas. Je n'ai pas envie de passer pour un fou. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me rabats sur le mot manteau. Et j'utilise le mot manteau, et vous comprenez de quoi je parle. Et si je vous dis que vous pouvez passer le manteau qu'elle a là-bas, vous allez chercher le manteau qu'elle a là-bas, et vous allez me le passer. Très bien. Eh bien, mesdames, messieurs, le poète est celui qui ne se satisfait jamais de ce très bien. C'est celui qui ne se satisfait jamais d'utiliser les mots des autres. C'est toujours celui qui cherche à dire exactement l'image de la réalité qu'il a eue de ce manteau, de l'amour qu'il éprouve, etc. D'où tout le problème, et Alain Van Cructem qui est présent le sait bien, de la traduction de la poésie, qui est un casse-tête infini, pour arriver vraiment à percevoir ce qui a été dit, ce qu'a voulu dire le poète. Retenez bien cela. Prenez n'importe quel bon poème, hein, voilà, et encore, hein, même dans les petits poèmes, il y a des choses à trouver. Mais prenez n'importe quel poème et vous verrez que c'est cela. Le poète, retenez-le, est celui qui ne se satisfait jamais du langage commun. Peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, dans la République de Platon, à un moment donné, Platon dit « le poète, c'est très bien, c'est très intéressant ce qu'il fait, mais qu'il ne vienne pas nous embêter dans la République, il faut mettre le poète dehors ». Toute l'importance du rapport des mots, de la poésie à la politique, etc., est présente dans cela. Donc, comment dire cet entre-deux, cette façon que nous avons de voir les choses? Nous sommes donc arrivés, mesdames, messieurs, aux portes de la création poétique, aux portes de la création artistique. Qu'est-ce que la création? En quoi un homme ou une femme peut-il être ou peut-elle être un ou une artiste? En quoi un être humain peut-il être un créateur d'art? Première chose, un artiste n'est pas quelqu'un venu d'ailleurs. Ce n'est pas un martien, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas comme nous. Je rejette, je refuse catégoriquement, à partir du moment où j'ai cette vision, ce concept d'imaginisation, je refuse la notion de génie. La notion de génie, espèce de martien venu d'ailleurs, qui fait des choses que les autres ne comprennent pas, non. L'artiste peut créer. Pourquoi? Parce qu'il est un être humain, comme vous, comme moi. Il est doué de la même faculté de dépasser les choses pour s'en faire une image qui se fait spontanément en lui, etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est parce qu'il a cette faculté de dépasser la réalité, de ne pas rester condamné à une réalité intangible, qu'il peut aller plus loin. Et que fait-il? Qu'est-ce qui le distingue de celui finalement que Jean Dubuffet appelait l'homme du commun, c'est-à-dire de vous et de moi? Eh bien, c'est simplement le travail, une espèce d'infinie volonté, une patience, une recherche constante d'arriver à imprimer, à intégrer dans un matériau cette image de la réalité qu'il porte en lui. Les sons pour le musicien, les mots
pour l'écrivain, pour le poète, les couleurs et les formes pour le peintre, la pierre, le bois pour le sculpteur, et sculpteur dans la salle. Donc ces éléments-là, ces matériaux-là, ce qui caractérise l'artiste, c'est que lui ne se satisfait pas de vivre avec cette image de la réalité que nous avons, que nous créons. Il veut l'inscrire dans un matériau. Il veut l'inscrire elle-même dans la réalité. Et du coup, cette œuvre devient aussi réalité. Cette œuvre devient aussi un objet réel que je peux voir. Et que je peux voir comment, si vous avez compris, si vous avez retenu le mécanisme que je viens de décrire, quand vous regardez une œuvre d'art, vous la regardez aussi avec quoi ? Avec tout ce que vous charriez par vous-même. D'abord, ces fameux concepts d'être, de temps, d'espace, etc. Et puis aussi, tout ce qui vous parle à travers cette œuvre. Pourquoi ? Pour des souvenirs, pour une mémoire, pour des désirs, pour des peurs, pour des angoisses. Parce que vous aussi, vous avez essayé d'écrire et que vous vous rendez compte tout d'un coup que ce poète a réussi à écrire des choses extraordinaires sur quelque chose que vous-même vous aviez regardé et qui vous avait aussi frappé, mais que vous n'aviez pas réussi à transcrire en mots. Et le poète est celui qui réussit cela. L'artiste est celui qui réussit cela, qui est capable de prendre face à une toile. Une toile, bon, il a un espace qui est délimité. L'espace pourrait être rond, pourrait être rectangulaire, pourrait être allongé, petit, etc., etc. Il a un espace en face de lui et il commence à peindre. Il commence à poser ce geste. Et posant ce geste, il est entraîné vers la représentation d'une image de la réalité qu'il s'est forgée pour lui-même et qui ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Ça, c'est très, très important. C'est la raison pour laquelle je dis que nos images sont des images de venir. Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas ? Tout simplement parce qu'on continue à vivre. On continue à vivre et que l'on rencontre les choses, et que l'on rencontre des gens, et que l'on rencontre des lectures, que l'on peut faire des rencontres heureuses. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est le mieux que je vous souhaite, que je nous souhaite, d'ailleurs, je vais me mettre dedans aussi, que je nous souhaite, c'est de multiplier les rencontres heureuses, de tomber sur un bon livre, de lire un beau poème, de voir un beau film, de rencontrer la femme que l'on aime, l'homme que l'on aime, etc., etc. Il n'y a pas de pire chose dans la vie que les mauvaises rencontres. Les gens qui bouffent votre vie, les mauvais livres, les gens qui parlent des problèmes, etc. Une bonne vie, je crois, disait Spinoza, est faite de bonnes rencontres. Il faut multiplier les bonnes rencontres. Il faut les rechercher. Il faut se bouger, il faut aller au musée, etc. Il faut essayer de rencontrer les gens. Il faut essayer, voilà, tout ça, c'est un travail, mais ça, au moins, c'est ce qui permet d'avoir une vie bonne, peut-être même une vie belle. Et donc, l'artiste est capable d'essayer de rendre cela en sachant que ça n'arrête pas de bouger. Une conférence comme ce soir, je l'espère, va peut-être aussi être une bonne rencontre pour vous. Vous allez en garder quelque chose qui va vous amener peut-être à lire Dostoïevski d'une autre façon, à essayer de retourner le lire, etc., etc. C'est ça, la vie est faite de rencontres. Et c'est là aussi la raison pour laquelle il y a un moment très dur pour le peintre. On parle toujours de la page blanche, en disant c'est difficile la page blanche, etc. Moi, je crois que c'est plus difficile encore pour lui d'arrêter et d'arriver à se dire, voilà, c'est fini. Et alors, je vous recommande vraiment, mais vraiment, la lecture du philosophe belge qui a le plus travaillé cela, c'est Max Loraux. Et je remercie Francine Loraux d'être présente. Max Loraux a écrit à ce sujet des textes extraordinaires. Alors, je continue à avancer. Et arriver tout doucement à ce qui était davantage à annoncer aujourd'hui. Je veux dire quoi ? Eh bien, lorsque j'ai essayé de définir ce concept d'imaginisation, lorsque, sous la conduite du professeur Kouloubaritsis, j'ai pu le présenter, le développer sous forme de thèse à l'ULB, il n'y a pas longtemps, en 2010-2011, je suis un vieux docteur. Voilà. Bon, et on n'étudie plus à 55 ans comme à 25. Ça, je peux vous le dire, c'est un peu plus difficile. Surtout à force de rester assis tout le temps pour étudier. C'est un peu bizarre, mais on a mal au postérieur. Enfin voilà, bon, excusez-moi, je m'écarte un peu. Mais donc quand j'ai fait ça, quand j'ai écrit quand j'ai développé ce concept d'imaginisation, je savais que il y avait eu fin des années 40, un groupe de peintres suédois qui s'était appelé
les imaginistes. Et je savais qu'il y avait eu une querelle un peu plus tard à propos du Bauhaus imaginiste. Voilà, c'était là où j'en étais. Bon, puis en préparant cette conférence, je me suis dit, tiens, j'ai essayé de développer ce concept d'imaginisation. Je crois qu'il y a moyen de l'expliquer. Je crois que ça correspond vraiment à quelque chose, à un concept que l'on peut utiliser pour essayer de comprendre, et peut-être pour se faire une idée, pour se faire une philosophie de la vie. Mais quels sont les enseignements à en tirer pour une philosophie de l'art, puisque les artistes ont quand même une spécificité dans tous ces développements sur l'imaginisation du réel, il faudrait peut-être que j'aille un peu plus loin et que je définisse ce que serait une esthétique imaginiste. Et alors j'ai eu l'immense plaisir, ça je peux vous dire que c'était une joie parce que j'avais quand même l'impression d'être un peu tout seul dans mon coin, tout d'un coup je me suis rendu compte qu'il y avait déjà eu des artistes et plusieurs avant-gardes qui s'étaient réclamés de l'imaginisme. Autrement dit, je n'étais pas tout seul. Autrement dit, je n'étais pas tout seul. Ça fait plaisir. Et en particulier, des auteurs russes, des poètes, qui, sous la bannière de l'imaginisme, ont, en pleine révolution russe, développé leur esthétique, leur poésie, etc. Le plus important d'entre eux est Serge Essénine. Alors, j'ai donc commencé à lire un petit peu, monsieur m'avait prévenu, donc ça va. J'ai commencé à lire un peu, à rechercher, etc. Et en travaillant, hein, comme un bon étudiant, je me suis rendu compte que les imaginistes russes, dont Serge Essénine, qui est aussi connu en Russie que Maïakovski, Pasternak, etc., ont peut-être été inspirés par un groupe d'avant-garde qui les a directement précédés. C'est un groupe qui s'appelle les imagistes. Donc pas les imaginistes, les imagistes. Les imagistes anglo-saxons. Et le plus connu d'entre eux, enfin il y en a quelques-uns qui sont très connus, mais le plus important c'est Ezra Pound, un auteur d'une importance extraordinaire, James Joyce et Eliot, Thomas Stearns Eliot. Alors, l'imagisme est né à Londres vers 1910. On peut citer à titre d'exemple, je vais le faire, un poème très très bref, d'Edward Storer intitulé « Image ». Donc remarquez bien que le mot « image », c'est aussi en français. Donc ce n'est pas seulement le terme anglais, il est écrit en français. C'est un poème qui date de 1908, je vous le lis en français, parce que j'ai peur qu'avec mon accent un peu wallon, voilà. Amoureux délaissé, au pluriel, amoureux délaissé, brûlant sous une chaste lune blanche, sur d'étranges bûchers de solitude et de sécheresse. Amoureux délaissé, brûlant sous une chaste lune blanche, sur d'étranges bûchers de solitude et de sécheresse. L'image est belle, des bûchers de solitude et de sécheresse. S'il s'agissait d'une photographie, on dirait que c'est un instantané. Sous un clair de lune, des personnes sont seules, souffrant d'un amour brûlant qui transforme leur solitude en torture. Sauf que, si l'on y réfléchit un tout petit peu, on se rend compte très vite que ces personnes, le pluriel est déjà problématique, ne sont pas occupées de se promener sous la lune avec un panneau indicateur, un panneau indicatif en disant « amoureux, transi, d'amour, solitaire et brûlant ». Les gens ne se promènent pas comme ça avec un panneau ainsi. Autrement dit, sans que cela ne soit affirmé, c'est bien vers nous que ce poème renvoie. C'est nous qui, voyant l'une ou l'autre personne marcher sous un clair de lune, ne pouvons pas nous empêcher d'y voir des amoureux solitaires en souffrance. Pour le dire cette fois avec les mots qui sont plutôt les miens,
nous ne voyons pas la réalité. C'est quoi finalement la réalité? C'est une personne qui marche le soir, qui peut-être se dépêche pour rentrer chez elle parce que son souper va refroidir, etc. Mais lorsque moi je regarde cette personne sous le clair de lune, je ne peux pas m'empêcher d'y voir davantage. Je vois, bref, une image de la réalité. Je vois la lune avec mes yeux. Pour moi, la lune, eh bien, elle appartient aux amoureux, à une vision romanesque de l'amour, à la mélancolie solitaire, etc., etc. Et c'est donc très justement qu'un des critiques de ce poème, Henri Flucher, écrit que ce poème se réduit vraiment à une image. Il n'y a pas de contenu intellectuel, il n'y a rien dans ce poème à commencer à chercher, etc., etc. On nous dit juste amoureux délaissé, brûlant sous une chaste lune blanche, sur d'étranges bûchers de solitude et de sécheresse. Parce que nous ne pouvons pas nous empêcher, voyant ces personnes, de considérer que ce sont des amoureux transis de solitude, etc., etc. Donc vous avez compris que, à travers cette image, ce poète imagiste rend compte de quelque chose qui est en fait dans notre vision et qui n'est pas dans la réalité. Parmi les poètes qui se sont reconnus à des degrés divers dans le courant imagiste, certains ont produit une réflexion théorique, il y a eu beaucoup de disputes entre eux, comme dans tous les mouvements d'avant-garde, etc., etc. Le plus important, c'est Ezra Pound. En 1913, il écrit dans la revue Poetry, il va écrire 3 principes fondateurs de la poésie imagiste. 1. Présenter l'objet, que celui-ci doit soit d'ordre subjectif ou objectif. 2. Ne pas utiliser de mots inutiles. Aller vraiment à l'objet, dire ce qu'il est. Et 3, pour le rythme, composer en suivant la phrase mélodique, c'est-à-dire la musique du vers, et pas suivre une réglementation, un rythme extérieur. Et Pound va écrire une image est ce qui présente un complexe intellectuel et émotionnel dans une fraction de temps. Alors je souligne le mot complexe, tout d'abord parce qu'il dit très très bien que c'est un agglomérat d'éléments que nous percevons, que nous regardons, que nous connaissons, dont nous nous souvenons, etc. C'est un complexe intellectuel et émotionnel qui est là, mais je cite aussi le mot complexe pour souligner. Il a été très gentil tout à l'heure à mon égard, donc vraiment, c'est un immense plaisir de souligner aussi les travaux de Lambros Kouloubaritsis sur la complexité, deux volumes vraiment très impressionnants sur le rapport que nous entretenons avec la complexité de la vie. Donc ici, on a pour la définition d'image l'utilisation de ce terme, c'est un complexe intellectuel et émotionnel dans une fraction de temps. Et il ajoute, Pound, qu'il vaut mieux pour un poète produire une image dans sa vie plutôt qu'une œuvre volumineuse. Alors, il y aura évidemment d'autres poètes dans ce groupe. Je vous signale que l'anthologie des imagistes a été publiée par une petite maison d'édition assez récemment. Elle se trouve en français. Tous les poèmes ne sont pas intéressants, mais il y en a un très très beau de Pound. Il y en a aussi un très très beau d'une dame qui s'appelait Hilda Doolittle. Alors, cette dame avait la particularité, semble-t-il, d'être très belle, très jolie. Et je ne sais pas pourquoi, Ezra Pound ne voulait pas qu'elle signe de son nom. Elle pouvait juste signer de ses initiales. Donc voilà, ça c'est pour une autre conférence que j'avais faite aussi sur la difficulté d'être femme et de pouvoir créer son œuvre. Mais je reviens au poème de Pound. Écoutez celui-ci. Ô éventail de soie blanche, clair comme le givre sur un brin d'herbe, vous aussi vous êtes délaissés. Okay. Ô éventail de soie blanche, clair comme le givre sur un brin d'herbe, vous aussi vous êtes délaissés. Ça aussi c'est un instantané. On ne s'attend pas à ce que tout d'un coup, le poète s'adresse à l'éventail en le vouvoyant. À n'en pas douter, l'éventail en question doit appartenir à quelqu'une, d'ailleurs peut-être à Hilda Doolittle, à HD. Quant à l'image du givre sur le brin d'herbe, pour dire la blancheur de l'éventail, je suppose que vous êtes comme moi, elle nous parle, cette image-là. Elle nous parle, et elle nous parle de quoi? Moi, quand je la lis, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Moi, j'ai pensé au jardin de mon enfance. Le jardin de mon enfance, la découverte que l'hiver approche, le givre sur l'herbe, je trouve que c'est une image qui... Enfin, moi, ça m'a vraiment fait quelque chose en la lisant. Les jardins de notre enfance.
Je suis sûr et certain qu'il n'y a personne dans cette salle qui n'a pas connu de tel jardin et qui ne se souvient pas des jeux de l'enfance, etc., etc. Et donc tout cela, ça c'est la puissance du poète. En quelques mots, avec rien, avec une image, d'être capable de raviver tout cela. Alors voilà, donc je vous recommande vraiment Pound. Il y a eu d'autres sources d'inspiration, par exemple, puisqu'on est à un cours de philo, Bergson, qui a écrit à propos de la poésie symbolique, « Ce sont ces symboles convenus que le poète doit rejeter. » Pour quoi faire? Pour inventer des images. Alors voilà, donc un autre poète, Ulm, c'est un langage concret, visuel, une manière de langage d'intuition qui rendrait corporellement les sensations. Les images ne sont pas une simple décoration, surtout pas, mais elles sont l'essence même d'un langage de l'intuition. Avec mes mots, je dirais, elles sont le langage même de l'imaginisation du réel. Je vous ai dit qu'elles étaient toutes changeantes et donc qu'il y a des devenirs. J'en arrive, après les imagistes anglo-américains, à ceux dont je vous avais parlé, à savoir les Russes. À la Révolution d'octobre 1917, il va succéder une période de guerre civile et de communisme de guerre, durant laquelle, sur le plan littéraire, toutes les maisons d'édition privées, je viens d'en créer une avec Jean Meurice et donc ça m'intéresse très fort, les maisons d'édition, ne furent pas formellement interdites, mais elles ont été progressivement étouffées par la censure. La pénurie de papier, les taxes, l'arrêt des imprimeries, etc., etc. Le parti va prendre le monopole sur tout ce qui concerne l'impression, l'édition de livres. Il va y avoir des organisations culturelles et éducatives du prolétariat que l'on appelle les prolètes cultes. Les éditions du comité exécutif central vont fusionner, etc. Bref, on est dans un état totalitaire à l'intérieur duquel tout ce qui concerne l'édition, le livre, l'écriture, le roman, etc. dépend désormais du parti. Il y a deux grands centres culturels à l'époque. Il y a Petrograd, qui sera bientôt Leningrad, et il y a Berlin. Ils vont essayer de se répartir les moyens, etc. Et surtout, Lénine va être fort attentif à développer Moscou comme capitale culturelle et littéraire. C'est dans ce contexte totalitaire, de pénurie, de censure et de mot d'ordre idéologique que dans les tout derniers jours de décembre 1918 va naître l'Ordre des imaginistes. Leur première soirée publique est organisée le 29 janvier et le lendemain, ils publient dans une revue appelée La Sirène le Manifeste imaginiste. Il y a 2 peintres et 4 poètes. Ryurik Ivnev, Anatoly Marionov et Vadim Cherchenevitch. Mais le plus important, heureusement, il a un nom un peu plus facile, c'est Serge Essénine. Alors Essénine, lui, il vient du monde paysan. C'est un paysan qui, allez savoir pourquoi, a une capacité extraordinaire de formuler en images tout ce qu'il vit, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il imaginise. Dans leur manifeste, les imaginistes vont dire ceci: il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'aller en avant, toujours en avant, et de passer par-dessus le cadavre du futurisme. Il faut encore aller plus loin. Sur le plan politique, ils vont se revendiquer de la gauche. Mais là, il y a une parenthèse qui s'impose, parce que dans le cadre de l'État totalitaire communiste, léniniste et bientôt stalinien, être de gauche, ce n'est pas forcément être dans la mouvance du parti. D'ailleurs, Lénine lui-même, en 1920, va se rendre compte du danger, puisqu'il va publier La maladie infantile du communisme, le gauchisme, qui est une condamnation de tous ceux qui se revendiquent de gauche. C'est quand même incroyable, quoi. Il faut quand même reconnaître que tout ça, quand on étudie un peu les choses, on se rend compte que ceux qui, en fait, ont essayé de revendiquer davantage de liberté pour la création artistique et littéraire, ou bien d'autres pour d'autres possibilités sociales et politiques, économiques, etc., mais tout cela était d'office condamné. La preuve en est, c'est que il y a un livre qui vient de sortir de Boris Souvarine, qui s'intitule « La tragédie des lettres russes ». La plupart de ces gens vont se suicider, ou bien vont être suicidés. Ça va être le cas d'Essénine. Essénine va se suicider en 1925 et on réétudie pour l'instant la thèse du suicide.
La thèse de l'assassinat devient de plus en plus plausible pour les spécialistes. L'hôtel où il a été retrouvé mort était surveillé par les tchéquistes, on le sait maintenant grâce aux archives. Il portait des ecchymoses au visage, l'expertise médicale a été hâtive, l'enquête a été bâclée, il y a discordance entre les heures dans le rapport, le refus d'entendre les témoins, la disparition par la suite de ceux qui avaient attesté le suicide, et puis surtout l'assassinat sauvage de son épouse quelques années plus tard, lorsqu'elle a envoyé à Staline une lettre disant qu'elle allait tout révéler sur la mort de Serge Essénine, qui est un des plus grands poètes de la littérature, je ne vais pas dire soviétique, je vais dire russe. Et donc, pour Essénine, ce n'est pas simple. Je vous rappelle que Maïakovski, le grand poète de la Révolution, s'est lui aussi suicidé. Lui qui avait répondu au suicide d'Essénine en disant « ce n'est pas très malin de se suicider », quelque temps après, il s'est lui aussi suicidé. Et il y en a beaucoup d'autres. Et je ne voudrais pas, puisque j'ai fait allusion à la création féminine, ne pas mentionner la plus grande voix de la poésie russe, et peut-être une des plus grandes voix de la poésie du XXe siècle, Marina Tsvetaevna. J'ai bien prononcé M. Van Kruchten me reprendra. Bref, appelons-la Marina. C'est vraiment la plus grande voix, à mon avis, de la poésie féminine russe. Alors, voilà, les imaginistes vont se faire remarquer comme tous les mouvements d'avant-garde. Par exemple, un jour, ils vont aller dans les rues de Moscou, je crois, changer les plaques des rues. Ils vont changer les plaques de rue et à la place, ils vont mettre des plaques avec leur nom, etc. Un jour, ils vont annoncer que la guerre est déclarée, donc il y a mobilisation générale. Et alors, ils vont aller à la place publique en attendant les hommes qui viennent le matin au lieu de rendez-vous pour la mobilisation générale, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants qui pleurent et tout ça. Et en fait, c'était une vaste plaisanterie, c'était la déclaration de la guerre pour l'art libre, etc., etc. Et Marienhof dit, c'est un miracle que nous soyons sortis vivants de cette affaire. Alors, on arrive maintenant à une troisième étape de l'imaginisme. Donc, il y a l'imagisme anglo-américain, il y a l'imaginisme russe, il y a maintenant les imaginistes suédois. Nous sommes en 1947, des peintres, Hultén, Österlin, Svanberg vont se réunir en un groupe qu'ils vont appeler les imaginistes, Imaginisterna. Ils vont créer leur propre maison d'édition, décidément c'est à la mode, une maison d'édition qui va s'appeler Image. Donc c'est encore une fois le mot français qui est retenu. On n'a pas beaucoup d'éléments d'information sur leur théorie, etc., donc je vais pas être très long, mais il y a parmi eux un peintre qui va être remarqué par André Breton. André Breton lui-même, le pape du surréalisme, lors d'une exposition à Paris en 1953. Les œuvres de Max Walter Svanberg sont des œuvres extrêmement érotiques. C'est d'un érotisme extraordinaire. André Breton va vraiment être impressionné. Il va écrire un texte qui est un des textes bien connus de Breton, qui se retrouve dans son livre « Le surréalisme et la peinture ». Il écrit « Je compte, parmi les grandes rencontres de ma vie, celle de l'œuvre de Max Walter Svanberg, qui m'a permis d'appréhender du dedans, en me la faisant subir dans toute sa force, ce que peut être la fascination. » Et à propos des œuvres du peintre, il dit, il n'y a pas d'autre mot possible, il touche au scabreux. C'est un mot assez rare, hein, scabreux. Il faut reconnaître que ce n'est pas tous les jours qu'on l'utilise. Mais André Breton n'était pas n'importe qui. Et donc, effectivement, on trouve dans la peinture de Svanberg, je vous la recommande, c'est vraiment très très beau, cette dimension érotique. Mais alors, ça me mène à traiter d'un sujet dont je n'ai pas encore parlé. À partir de l'imaginisation et en fonction de l'œuvre d'art et de l'esthétique. Je veux parler de l'érotisme. Et donc, vous n'allez pas m'empêcher d'en parler, je suppose, je vais vous parler du désir du corps de l'autre. Le désir du corps de l'autre
nous fait en effet voir ce corps comme un être de caresses possibles, de baisers, de gestes osés, d'intuition, je vais reprendre le terme de Breton, d'intuition scabreuse. Bref, on le voit comme un corps aimé, aimant, qui est tout, sauf un ensemble complexe, je vais reprendre le mot aussi, d'organes, de chair et d'ossements. Parce que si vous voyez le corps de la personne aimée comme étant un ensemble d'ossements, de chair et d'humeur, comme on disait avant dans un français un peu plus, comment dire, un peu plus, comment ? Précieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, si on le voit comme ça, je pense que le désir s'arrête. Il suffit de reprendre Voltaire. Voltaire, c'est à coup sûr. Hein. Quand vous voulez quelque chose de direct et d'assez plat, vous allez voir chez Voltaire. Je vous ai parlé tantôt du crapaud. Qu'est-ce que la beauté ? Ben, pour le crapaud, c'est sa femme. Ouais, bon, ben, voilà. Ici, c'est aussi assez direct. Selon lui, nous nous comportons tous comme les grandes dames de Paris. Alors, il dit, elles font grande chair. Faire grande chair, dans un langage plus précieux, ça voulait dire manger, donc bien manger. Hein. Elles font grande chair sans savoir ce qui entre dans les ragoûts. 2 points. De même que nous jouissons des corps sans savoir ce qui les compose. Le désir nous rapporte au corps comme à ce que Deleuze appelle un corps sans organes. Un CSO, disait-il. Autrement dit, le désir, mesdames, messieurs, ne nous montre pas la réalité. Mais je vous dirais même autre chose. Il nous montre que nous ne voyons jamais la réalité. Je ne vois pas le corps de la femme que j'aime comme étant ce qu'il est, à savoir un ensemble d'ossements, de chair, d'humeur, d'organes, etc., etc. Excuse-moi Fabienne, c'est ma femme, elle est là, mais enfin bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'exposer. Je le vois tout autrement, je ne vais pas vous dire comment. Hein, bon, on est quand même un peu, on est civilisé quand même. Mais donc voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Le désir, non seulement, ne nous montre pas le corps de l'être aimé comme étant ce qu'il est, mais en plus, quand on y réfléchit bien, il nous montre comment nous nous rapportons toujours à la réalité. C'est-à-dire que nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons toujours l'image de la réalité que nous nous donnons. Et c'est la raison pour laquelle l'érotisme est tellement important, et qu'il est tellement important dans la création artistique, c'est parce qu'il est une sorte de fenêtre sur cette faculté d'imaginisation du réel, qui est la condition même de l'être humain, et qui est aussi une autre façon de le dire, la liberté de l'être humain. Alors, voilà, on peut évidemment toujours le dire avec le tact de Voltaire, on ne sait pas ce qu'il y a dans le ragoût, d'accord, on ne sait pas ce qu'il y a dans le ragoût, mais je crois que c'est préférable, parce que sinon nous ne serions pas l'animal désirant que nous sommes. L'être humain étant le seul être vivant, le seul animal à érotiser sa sexualité. Donc c'est qu'il y a quand même dans tout ça, derrière tout ça, il y a un rapport, il y a un lien, il y a des liens qui sont là et qui tissent notre condition humaine. Imaginisation du réel, la reproduction qui n'est pas seulement sexuée, mais qui est aussi en même temps désirante, qui est aussi érotisée, etc., etc., et création de l'œuvre d'art. Et tout cela tient, tout cela est possible parce qu'il y a cet interstice, cette fêlure, ce décalage, cette séparation entre nous et la réalité. Alors, voilà, je peux quand même pas résister au plaisir de vous lire un petit passage de Svanberg. Il avait été gravement malade, il avait perdu l'usage d'un bras, et il a écrit ceci dans un texte qui a été publié dans un catalogue pour une exposition internationale du surréalisme. Il dit ceci, à propos de son épouse, Goumi, qu'elle s'appelait. « Tout est surdéterminé, jusqu'à devenir le paysage changeant de ma femme rêvée, la joue en fièvre et en pluie, les yeux de noyer, entourés d'une forêt carbonisée, le baiser et le papillon, la fleur brûlante de la blessure ouverte, le dialogue du poisson et de l'eau à travers un coquillage, les hauts talons cliquetants et l'oreille qui n'oublie jamais. Ce sont ces attributs séduisants qui intensifient, choquent,
orne tout en dévoilant, tout en cachant. Mais elle est toujours une vision en transformation. Et lorsque l'on pense l'avoir capturée, elle s'enfuit. Elle devient la main d'opale d'un matin brumeux qui me nourrit de poissons frétillants du jour à venir et me promet, tandis que je mange, la gestation de nouvelles rencontres étranges, les visions dépliant leurs visages et paysages. Voilà, tout est dit, hein, on pourrait arrêter, hein, donc tout est dit. C'est un texte magnifique. À n'en pas douter, il est écrit par un homme, Max Walter, qui est amoureux de sa femme, Goumi. Et pour reprendre la remarque de Platon, que je vous disais tout à l'heure, il a pu trouver les mots pour dire ce fameux manteau qui n'en est pas un, ce manteau qui est à la fois l'être aimé et pas l'être aimé, cette chose entre les deux, il a réussi à trouver les mots pour dire cet amour qu'il éprouve pour ce corps féminin qui est celui de la femme qu'il aime, etc. Et donc, je peux vous dire aussi qu'il est un peintre qui n'a jamais accepté la moindre concession par rapport à sa peinture. Dans les années 30, quand il a commencé, il est tout jeune, quand il a commencé à peindre cette peinture de femmes oiseaux nues, etc., enfin, c'est très érotique, je vous l'ai dit, il n'a pas accepté la moindre concession avec la morale de ceux que je commence à bien appeler les sérieux. Les sérieux. Les sérieux, c'est les plus malins, ils sont toujours plus malins que tout le monde, les best-serviceurs. Il n'a jamais voulu. Et pourtant, quand il a commencé à exposer, les gens qui venaient, qui passaient à l'exposition, refusaient de lui serrer la main. Ils refusaient de lui serrer la main à cause de ce qu'il avait peint. Donc voilà, ça je vous recommande vraiment, c'est une belle découverte, ce peintre imaginiste. Alors, suédois. Alors, notre dernière étape, proto-historique. Alors pourquoi est-ce que je parle de proto-histoire ? Je vous l'ai dit tantôt, moi j'ai essayé de développer un concept d'imaginisation et je me suis rendu compte avec beaucoup de plaisir qu'il existait déjà des mouvements artistiques qui s'étaient revendiqués de l'imaginisme. Mais je ne peux pas dire ils ont annoncé Miller, ça ce serait quand même un peu exagéré, donc je ne peux pas parler d'une histoire de l'imaginisation, mais je parle d'une proto-histoire, de ce qui a précédé, parce que quand même, finalement, c'est quand même le même mot, et donc si c'est le même mot, il doit quand même y avoir certaines rencontres. Alors, je vais un peu plus vite. Cette étape suivante, c'est celle du Bauhaus. Il s'agit de la rencontre entre un petit Suisse et un grand Danois. Les petits Suisses, maintenant, les gens ne savent plus très bien, les jeunes ne savent plus très bien ce que c'était, mais à notre époque, un petit Suisse, c'était un petit fromage, et un grand Danois, bon voilà. Ben, le grand Danois, c'est Asger Jorn. Asger Jorn, le peintre le plus important probablement de Cobra, du mouvement Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, qui a été créé par des Danois, des Belges, des Hollandais, etc. Asger Jorn, le grand Danois. Et le petit Suisse, c'est qui ? C'est Max Bill. Je vous explique un peu de quoi il s'agit. Je voudrais bien aller plus loin dans l'histoire du Bauhaus, mais je crois qu'on risque d'être un peu pris par le temps, Lambros. 18h, très bien. Allez, encore quelques... Donc, je passe très, très vite sur l'histoire du Bauhaus. Vous connaissez ce nom, ce lieu, ce bâtiment, cette école mythique. Hein, voilà, elle a été créée en 1900... Ah, quand même un mot. Elle a été créée en 1919, mais dans la continuation du Werkbund. Alors, c'est quoi le Werkbund ? C'est l'union pour le travail, pour l'œuvre, pour l'ouvrage, c'est pas facile de traduire. J'aime bien le dire parce que cette grande école d'art, cette grande école d'architecture, cette grande école de design que va être le Bauhaus et qui va réunir parmi les noms les plus importants de la création artistique du XXe siècle, avec des gens comme Paul Klee, comme Kandinsky, etc. Cette école-là, elle est née... je vais quand même me faire une fois plaisir, grâce à un parlementaire libéral. Friedrich Neumann, ça ne se dit jamais, et donc j'aime bien le répéter. Friedrich Neumann a fondé le Werkbund et il a déclaré ceci. Tout ça se trouve dans un livre magnifique
que je vous recommande. Il est d'un compatriote de Jacques Aron. Jacques Aron a publié une anthologie du Bauhaus qui, à mes yeux, reste la meilleure. Il a repris tout un ensemble d'éléments, et notamment ce que écrivait Neumann. Il disait ceci: « Quelle que soit la manière dont on considère la chose, le vieil artisanat ne reviendra plus. Mais le savoir ancien, en est-il pour autant condamné à mort ? Voilà la question cruciale qui se pose au Werkbund. On peut la formuler ainsi: l'art authentique est-il compatible avec le mode de production moderne ?» Fameuse question, grande question. Hein. Est-ce que la production moderne n'a pas tué la dimension artistique, la création esthétique? Le Bauhaus belge va devoir s'inscrire dans cette lignée. Je cite quelques principes. Respect de la vérité expressive du matériau. Ceux qui aiment les matériaux se rendent compte de l'importance d'un tel principe. Ça veut dire, par exemple, que le bois, que le travail du bois, que le fini du bois doit apparaître à travers l'objet qui est réalisé. Respect de la vérité du processus de fabrication. Expression de la fonction. Il faut vraiment que l'objet colle à la fonction. C'est tout le problème du fonctionnalisme. Expression de la construction, conception globale de l'espace, abandon des styles anciens, adoption de formes organiques plutôt que de formes géométriques et recours abondant à la couleur. Donc voilà, ce sont les principes du Werkbund à partir duquel va être créé le Bauhaus, qui est une des grandes écoles mythiques de l'histoire de l'art. Je peux vous dire qu'un parlementaire libéral ait été capable d'écrire ça, moi, ça m'a quand même impressionné. Alors, rapidement, il va y avoir beaucoup de disputes à l'intérieur du Bauhaus pour justement essayer de concilier le maintien de la dimension esthétique de la création artistique, autrement dit, de maintenir la capacité pour l'artiste de pouvoir créer une œuvre qui soit l'expression de l'image singulière qu'il a de la réalité. Donc vous m'avez suivi, j'ai repris tout ce que j'ai dit depuis le début dans cette phrase. L'artiste est un être humain, il a une faculté d'imaginisation du réel, nous ne voyons pas le réel, mais toujours une image du réel. L'artiste essaie de transcrire ça dans un matériau, il le fait grâce à son travail, sa patience, etc., son talent, et cela doit être maintenu à travers le Bauhaus. Le Bauhaus, lui, s'intéresse aux nouveaux modes de production, il se rend compte que l'artisanat est dépassé, que maintenant on est dans une autre forme de production des objets, on va vers le design, et le combat du Bauhaus est d'arriver à ne pas perdre à travers le design la dimension esthétique, la dimension créative. Et donc ça ne va pas être simple, hein, parce que certains vont dire non, l'art c'est fini, des gens comme Kandinsky vont dire pas du tout, il faut maintenir la dimension picturale, la dimension émotive, intuitive, etc. etc. Mais voilà. Alors à côté de cela, à côté de cette dispute interne, il y a malheureusement l'époque. L'Allemagne va virer de plus en plus à droite, il va y avoir des élections. Le Bauhaus, qui est d'abord créé à Weimar, va devoir fermer ses portes à Weimar. Un bourgmestre libéral encore de Dessau va les faire venir à Dessau. À Dessau, il va encore y avoir d'autres problèmes. Finalement, ils vont se retrouver à Berlin. Nous sommes en 1933. Les nazis vont fermer le Bauhaus sous prétexte qu'il n'y a plus que des juifs qui donnent cours au Bauhaus. Et ils en prennent pour argument le fait que les dessins enseignés par les professeurs d'architecture à Bauhaus mettent en avant tout le temps des toits plats. En Allemagne, dans la neige, dans le Tyrol, on n'a pas besoin de toits plats, avec la neige, la pluie, etc. C'est donc bien le signe que c'est une construction architecturale inspirée par les régions sémites et donc par les juifs, etc. etc. Et j'ai vu, nous avons vu à la télévision, de temps en temps, le soir, on regarde la TV, mais uniquement des émissions, voilà. C'est pas vrai, hein, je rigole. C'est même pas une émission à la TV, c'est un DVD. C'est un DVD d'un cinéaste israélien, Amos Gitaï, qui est allé filmer le Bauhaus. Et qu'est-ce qu'il montre ? En mettant sa caméra à l'intérieur des anciens bâtiments du Bauhaus, il passe comme ça et on voit à travers les fenêtres, et dehors, on voit que les nazis avait fait construire plein de maisons allemandes.
Donc, mais tout plein. Donc, il n'y a pas de lumière qui entrait dans les classes, parce que tout autour, vous aviez des bâtiments allemands, des maisons tyroliennes, etc., etc. Donc, c'est vraiment problématique. Tous les juifs les professeurs juifs ont été mis dehors, les élèves aussi, et finalement, l'école a fermé ses portes en 1933. Mais il se fait qu'en 1950, il va y avoir une tentative de recréer un Bauhaus à Ulm, en République fédérale d'Allemagne. C'est une femme qui a des moyens financiers, qui s'appelle Inge Scholl. C'est la sœur de ces deux étudiants, Sophie et Hans Scholl, qui ont été exécutés par les nazis. Elle veut créer une fondation en hommage à ses frères et sœurs, et donc elle veut créer une école. Et elle prend contact avec un Suisse, d'où le petit Suisse, Max Bill. Max Bill entre dans le jeu et il veut créer un Bauhaus. Mais voulant recréer ce Bauhaus, et il reçoit l'autorisation du fondateur du premier Bauhaus, lui, il ne veut plus s'intéresser à l'œuvre d'art. Et il le dit, chez nous, l'artiste n'a plus sa place. Ce que nous voulons, nous, c'est uniquement des objets fonctionnels qui soient beaux, qui soient bien intégrés à l'espace qu'est la maison, conçu comme une œuvre d'art totale, mais il n'y a plus de place pour les arts séparés. Asger Jorn bondit. Alors il dit, ce n'est pas acceptable, parce que non seulement ce que vous allez faire est idiot, mais en plus ce n'est pas du tout dans l'esprit du Bauhaus. Parce qu'au Bauhaus, il y avait des gens comme Kandinsky, Klee et d'autres. Et donc, dit-il, je vous propose d'ouvrir dans cette école à Ulm une branche qui serait réservé aux artistes et aux expérimentations des artistes. J'en connais beaucoup, dit-il, il donne des noms, etc. Et pour le convaincre, il envoie à Max Bill des exemplaires de la revue Cobra. Bill vraiment le traite à un certain moment dans une des lettres, il lui dit carrément « Écoutez, arrêtez de m'écrire, vous êtes une espèce de fou. » Je vous avais dit qu'on reparlerait des fous tout à l'heure. Vous êtes une espèce de fou, je n'ai rien à voir avec vous et vous n'avez pas votre place au Bauhaus. Que va faire Jorn? Il va réactiver évidemment tous ses réseaux. Il va demander à Alechinsky d'envoyer des lettres à partir de la Belgique, à Enrico Bay des lettres à partir d'Italie, il va y avoir des lettres à partir du Danemark, des lettres à partir d'Allemagne, etc., etc., pour vraiment arriver à empêcher Max Bill de faire ce qu'il voulait faire. Et que propose Jorn? Sur proposition d'Alechinsky. Jorn va dire, nous allons créer un mouvement international pour un Bauhaus imaginiste. Contre le Bauhaus imaginaire. Le Bauhaus imaginaire, c'est celui de Max Bill. C'est même pas un Bauhaus, c'est rien du tout. Le vrai Bauhaus, ça doit être celui qui est imaginiste. Et des gens comme Pierre Alechinsky, comme d'Autremont, Enrico Bay, Serge Van der Kam, etc., vont se mettre derrière, Mata, Fontana, enfin tous des grands artistes du XXe siècle, vont appuyer la démarche d'Asger Jorn. Alors, Bill va défendre, parce qu'il va y avoir un moment où ils vont se rencontrer tous les deux en Italie, Bill va défendre sa position et il dit « La fonction de l'artiste n'est pas de s'exprimer lui-même, mais de créer des objets harmonieux au service des hommes. Les œuvres d'art font également partie de cette catégorie. Donc plus de place pour l'expression individuelle de l'artiste. Il dit, l'artiste, responsable de la culture, doit s'occuper de la production en série. Il acquiert ainsi une nouvelle fonction, il n'est plus dans sa tour d'ivoire, il devient, tenez-vous bien, ça c'est pour tomber à la renverse, il devient le spécialiste de la culture. Ça, c'est l'horreur absolue. Il n'y a plus de création, il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, Jorn, évidemment, va... Oui, à un moment donné, il dit aussi, le but de la production est de satisfaire les besoins et les espérances des hommes. Petite phrase. Mais quand on la lit et qu'on se dit, mais de quel droit ce Max Bill et ses profs et son enseignement peuvent estimer, savoir ce que les hommes veulent et quels sont leurs besoins, et pourquoi en disant « nous allons vous procurer tel objet », on répond à vos besoins, on répond à vos désirs. Enfin bref, c'est une déshumanisation totale de l'individu qui était occupé de se mettre en place, et Jorn a attaqué cela vraiment durement. Dans son combat, il a été rejoint aussi, pas par n'importe qui, il a été rejoint par Guy Debord.
Guy Debord de l'Internationale situationniste, va aussi travailler dans ce mouvement. Et puis ensuite, par la suite, il va y avoir des querelles comme dans tous les groupes d'avant-garde. Alors, avant d'en terminer, avant d'arriver à la conclusion, encore un tout petit mot d'un imaginiste, Christian d'Autremont. Alors, Christian d'Autremont, vous le connaissez tous. Lui, c'est le plus grand. Hein. Bon, lui, tout ce qu'il écrit est extraordinaire. Il a écrit les mémoires d'un imaginiste entre 1960 et 1963. Alors, comme le titre l'indique, il s'agit de souvenirs, mémoire d'un imaginiste. Il s'agit d'un travail de la mémoire qui reprend les images du réel vécu dans le passé. Et il reprend aussi ce que ces images sont devenues aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas arrêté d'être l'objet de rencontres nouvelles et de se travailler, etc. etc. Après, par exemple, il parle de gouvernantes qu'il y avait dans sa famille, des gouvernantes danoises, et voilà, donc, à qui il devait obéir, et comme par la suite il va tomber amoureux d'une Danoise, et puis d'une autre Danoise, mais il va dire à un moment donné, j'ai jamais arrêté d'obéir aux Danoises. C'est vraiment... donc voilà, donc il y a tout ça. Donc il y a tous ces éléments-là. Et le texte est très beau, comme tout ce qui est écrit d'Autremont, je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais juste reprendre une phrase, un passage. Il s'agit d'un moment où d'Autremont, enfant, est dans une église, et il assiste à la messe. Que va faire ce poète naissant? Il va chercher, comme nous le faisons tous, j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, il va essayer de trouver les mots pour dire les choses. Mais curieusement, on n'est pas Christian d'Autremont pour rien, il va lui s'orienter, il va prendre un autre cap. Il va mettre le cap sur autre chose, je vous le dis. Je me créais un jeu. Je commençais par nommer parfaitement chaque objet de l'église. C'est ce qui n'est déjà pas simple, hein, je ne sais pas, avec tous les objets qu'il y a dans l'église, bon. Je reprends, excusez-moi. Je me créais un jeu. Je commençais par nommer parfaitement chaque objet de l'église. Puis je me dis qu'il était étrange que seuls fussent nommés les objets et jamais les vides. Je cherchais alors des mots pour dire les espaces qu'il y avait entre les bougies, entre les fenêtres, et je ne les trouvais pas, et je dus les inventer. Bref, une bifurcation s'opéra, et je m'éloignai définitivement des ennuyeuses régions centrales de la connaissance. Voilà comment on devient poète. Il est dans l'église, moi ça m'a déjà sauvé aussi, je me suis déjà souvent ennuyé dans les églises, il regarde les choses, il les nomme, et puis tout d'un coup il essaye de dire l'espace entre les choses. Donc d'une certaine façon, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à réussir à dire cet objet qui est entre le manteau et la personne aimée. C'est pas le manteau, c'est pas la personne aimée, c'est quelque chose entre les deux. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit, le poète est celui qui ne se satisfait jamais des mots communs pour dire ce genre de choses. Le moment est venu de conclure. Il y a également une œuvre d'Alechinsky qui est intitulée aussi Imaginiste. Mais enfin voilà. Donc je vais donc reprendre quelques réflexions et notamment reprendre cette fameuse phrase de Dostoïevski avec laquelle j'ai commencé tout à l'heure, « La beauté sauvera le monde ». Alors la beauté, oui, ça me fait penser, donc j'ai dit tout à l'heure que la beauté est une sorte de fenêtre aussi sur la réalité, sur le fait que nous ne voyons jamais la réalité, mais toujours une image de la réalité. Je vous ai également cité l'érotisme comme étant une telle fenêtre. À travers le désir érotique, on se rend compte qu'on ne voit pas les choses comme elles sont. Et je ne vais même pas jusqu'au fétichisme. Il est clair que pour le fétichiste, qui est fétichiste du pied féminin par exemple, c'est pas le pied qu'il voit. Il voit bien entendu autre chose, mais c'est quand même le pied. Et donc voilà, donc le désir est aussi permet aussi une telle observation. Ce ne sont pas les seuls. Hein. Il y en a un dont je n'ai pas parlé, ça nous entraînera encore aussi dans un autre type de conférence, mais c'est le comique. Le comique des choses. Vous voyez un homme qui glisse dans la rue, qui se retient, et puis qui tombe, il n'y a rien à faire, ça fait rire. Donc voilà, vous êtes là, vous rigolez. Voilà. Le type, il s'est peut-être fait mal, il s'est peut-être même blessé, etc. Mais ça s'arrête là. C'est donc, le comique est un phénomène du même ordre. Il vous montre quoi? Il vous montre que vous ne vous en tenez pas simplement à ce que vous avez vu,
c'est-à-dire un homme qui s'est blessé en tombant, mais que vous avez vu une situation comique. Donc voilà, il y a tout un ensemble d'éléments dans la vie des êtres humains que nous sommes qui nous remettent face à notre humanité, face à notre condition humaine. La beauté, c'est cette fenêtre dont je vous parlais, elle touche à la condition humaine, elle touche à l'essence de l'homme. De là ma remarque à propos du crapaud. Préserver cette beauté, c'est donc préserver la dimension humaine de notre être au monde. La beauté sauvera le monde, dit Dostoïevski. La phrase est conjuguée, vous l'avez remarqué, au futur. C'est un futur qui reste toujours un futur. Autrement dit, c'est un peu l'année prochaine à Jérusalem. Ça ne se réalise pas. Par contre, envers et contre tout, l'être humain recherche cette beauté. Je vous ai dit que tout était pour nous image de réalité. Et je pense qu'il y a d'abord une limite à cela. Il y a une vraie limite à cela. Il y a une limite à notre humanité. Il y a une limite que les êtres humains que nous sommes ne peuvent pas dépasser. Alors, si je le dis avec mes mots, ça devient quoi? Ça veut dire ceci, on le dit comme ça. Il y a une limite que notre faculté d'imaginisation du réel ne peut pas franchir. Il y a quelque chose qui n'entre pas dans notre imaginisation. Il y a quelque chose qui n'entre pas dans les devenirs images que nous portons en nous. C'est l'extrême violence, c'est l'horreur absolue. Ça s'arrête là. Nous ne sommes pas capables de nous représenter ce que peut être l'horreur absolue. Quel que soit l'écrivain, quel que soit le poète, quel que soit le peintre qui a essayé de dire, d'exprimer, de peindre, de reproduire ce qui s'est passé à Auschwitz, personne n'y est parvenu. Certains arrivent à dire certaines choses qui touchent, bien entendu. Mais dire l'horreur, personne ne peut le faire. Notre faculté d'imaginisation du réel s'arrête à ce qui ne relève pas de la réalité humaine. Elle s'arrête à ce qu'on peut appeler la barbarie, etc. etc. Mais c'est trop facile de parler de barbarie. C'est autre chose, c'est le mal absolu. Si on reprend ce qui s'est passé avec le nazisme, avec la haine des Juifs et l'extermination des Juifs, organisée, ce n'a pas été organisé par des barbares. Ça a été organisé avec intelligence, par un peuple cultivé, par un peuple qui était peut-être le plus cultivé d'Europe et peut-être du monde à l'époque. Ça, c'est une interrogation qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a là quelque chose qui reste comme une interpellation fondamentale. On ne peut pas continuer à nous faire croire que parce qu'on est cultivé, qu'on a de la connaissance, qu'on va à l'école, qu'on apprend, qu'on devient un peu plus civilisé, que le mal se retire de nous, quand on voit ce qui s'est passé à Auschwitz. Et donc il y a une grande question qui a été posée, notamment par Adorno, à savoir, est-ce que la poésie, est-ce que l'art est encore non seulement possible, mais souhaitable après Auschwitz? Grande question. L'horreur, la violence absolue, l'extermination, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans des pogroms quand les gens se conduisent d'une façon absolument éhontée, n'entre pas dans notre imaginaire, dans notre imagination. On ne sait pas, on ne peut pas se le représenter. On ne peut pas se représenter ce qui se passe. On a affaire là à ce que l'on pourrait appeler le trou noir de l'imaginisation. Et donc, ce fut une grande question, comme je vous le disais, de savoir si il était encore nécessaire d'écrire des poèmes et d'essayer d'écrire une œuvre d'art après Auschwitz. Il y a une réponse que j'ai trouvée assez récemment, je vous la livre comme ça, parce que bon, allez, je dirais qu'il n'y a pas encore eu le temps de la digérer, dans un roman magnifique que je vous recommande, c'est une grosse pièce, hein, c'est un gros machin, mais quand on entre dedans, on n'en sort plus. Cela s'appelle Confiteor, d'un auteur catalan, Jaume Cabré. Il écrit ceci: après Auschwitz, après les innombrables pogroms, après l'extermination des Cathares, liquidés jusqu'au dernier, après les massacres de toutes les époques, en tout lieu, il y a tellement de siècles que la cruauté est présente, que l'histoire de l'humanité serait l'histoire de l'impossibilité de la poésie après. Il s'est passé tellement d'horreurs, comme il s'en est passé à Auschwitz, que finalement toute l'histoire de l'humanité ne serait que ça,
une succession de l'impossibilité de la poésie après tout ce qui s'est passé. Et pourtant, dit-il, et pourtant, il n'en a pas été ainsi. Il n'en a pas été ainsi. Des gens, des êtres humains, des hommes, des femmes, des créateurs, des artistes, des peintres, des poètes, etc., ont continué, malgré tout, à essayer d'exprimer ce que j'appellerais la beauté tenace. C'est une façon de vous dire qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. On ne peut pas. La mission qui est celle de l'artiste, du poète, des êtres humains qu'ils sont, c'est de nous donner une image possible de la beauté. Sans image possible de la beauté, mesdames, messieurs, je crois qu'il est impossible de vivre. Si nous n'avons pas ça, c'est comme si on nous donnait la certitude que la vie ne vaut rien. Et c'est ça, c'est contre ça qu'il faut tenir. C'est pour ça que Dostoïevski peut dire « la beauté sauvera le monde ». Il ne dit pas « la beauté va tout sauver demain, après-demain, etc. » Non, voilà. Du moment que nous savons ça, du moment que nous avons cette possibilité de pouvoir penser qu'il y a quand même quelqu'un qui peut faire quoi? Qui peut opposer à la laideur de la vie la beauté d'une chose qu'il a créée. Ça, c'est être humaniste. Ça, c'est vraiment la dimension extraordinaire de la création artistique. Et alors, je vais terminer en lançant peut-être une interpellation à Lambros Kouloubaritsis, professeur spécialiste de la pensée d'Aristote, avec ceci. C'est une réflexion, hein, je n'ai pas la réponse. Hein. La politique d'Aristote, parce que la politique est une façon de pouvoir répondre. Hein, la politique n'appartient pas au royaume du mal, hein, ce n'est pas le royaume des ténèbres, hein, donc il y a possibilité d'une réponse. Mais Aristote dit ceci, au début de la politique, c'est la première phrase, « C'est en vue d'obtenir ce qui leur apparaît comme un bien que tous les hommes accomplissent toujours leurs actes. » Et puis, il reprend ça un peu plus loin dans un autre livre de la politique, « Puisque dans toutes les sciences et les arts, la fin est un bien. La fin de tout est toujours un bien, dit-il, etc. » Et alors, il y a la reprise de la même phrase, mais non plus dans le livre intitulé « La politique », mais dans le livre intitulé « L'éthique », l'éthique à Nicomaque. Et que dit-il? Toute technique et toute démarche méthodique, il en va de même de l'action, de la décision, etc., semble viser quelque chose de bon. C'est pourquoi l'on a eu cette belle déclaration, le bien, etc., et puis il continue. Et soudainement, ce que je veux simplement dire, c'est ceci. Alors que le terme « kalos », qui désigne la beauté, n'est pas présent dans les autres textes, tout d'une fois, la seule chose qui sauve, ou peut-être comme l'indice de la seule chose qui sauve, c'est cette dimension de beauté qui tout d'un coup apparaît dans le texte. En clair, et pour terminer, mesdames, messieurs, je commence vraiment à croire que les hommes ne recherchent pas le bien. Heureusement, il y en a certains qui recherchent la beauté. Je vous remercie.